Bonsoir à tous. Vous le savez, le dossier agricole est au cœur de l'actualité. Il l'est déjà depuis de nombreux mois. Nos paysans, par leurs manifestations, par leur prise de parole, par leurs actions, nous alertent depuis de nombreux mois sur la situation très inquiétante de l'agriculture et de l'avenir de notre agriculture française. Alors, je voudrais tout de suite commencer ce point important sur l'agriculture par quelque chose que tout le monde doit bien comprendre. Malgré les artifices, malgré les déclarations des uns et des autres, particulièrement sur les plateaux en France, c'est à Bruxelles que se décide la politique agricole. C'est une compétence totale de l'Union européenne et depuis déjà des décennies, les grandes décisions, et d'ailleurs les petites décisions aussi, sont prises à Bruxelles. Malheureusement, le ministre de l'Agriculture en France n'a plus grand pouvoir, n'en déplaise à certains qui croient encore les discours, les sirènes des différents gouvernements. Alors, bien évidemment, l'actualité, elle est marquée par l'annonce par Mme von der Leyen de la signature future du funeste traité du Mercosur, dont bien évidemment je vais vous parler, chers amis. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Les difficultés agricoles aujourd'hui, les difficultés que connaissent nos agriculteurs ne doivent rien au Mercosur qui n'a pas été signé. Elles existent depuis déjà des années. Et elles s'expliquent en grande partie par les décisions qui sont prises à Bruxelles. Prenons par exemple, puisqu'on a évoqué le Mercosur, les traités de libre-échange. Eh bien, savez-vous, mesdames et messieurs, que l'Union européenne a déjà signé 40 accords commerciaux de libre-échange. C'est-à-dire que petit à petit, l'Union européenne a complètement ouvert ses frontières au commerce mondial, particulièrement dans le domaine agricole, alors que, rappelez-vous, lors de la création de la communauté économique européenne, on nous avait parlé d'un marché commun et d'une frontière qui nous protégeait de la concurrence déloyale. Mais décision après décision, l'Union européenne, en signant tous ces accords commerciaux avec différents pays ou différents espaces dans le monde, a supprimé finalement cette frontière qui nous protégeait de la concurrence déloyale. Les traités les plus récents, nous les connaissons, c'est celui avec le Canada, le CETA, ou alors, encore plus récent, celui avec la Nouvelle-Zélande. À chaque fois, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que l'agriculture française est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que c'est elle qui doit payer les conséquences d'exportations que nous pouvons faire, particulièrement dans le domaine industriel, et particulièrement que les Allemands peuvent faire dans le domaine industriel. Mais la contrepartie, elle est toujours agricole, et nous devons, à chaque traité commercial, à chaque traité de libre-échange, importer de plus en plus de produits agricoles qui ne respectent, on le verra sur le Mercosur tout à l'heure, ni nos normes, ni nos règles, ni nos contraintes sociales et environnementales. Le libre-échange, c'est un dogme de l'Union européenne. C'est un dogme, c'est une quasi-religion qui domine les sphères dominantes de l'Union européenne, bien évidemment surtout la Commission européenne, et bien évidemment au détriment des États nationaux, au détriment dans le domaine agricole, particulièrement de l'agriculture française. Rappelez-vous, dans les années 60, 70, 80, il était de bon ton de dire que la France était la première puissance agricole de l'Union européenne, ce qui était vrai, de l'Europe, et que nous avions ce fameux pétrole vert qui nous permettait d'être extrêmement puissants sur les marchés mondiaux. Eh bien, nous n'en sommes plus là. Depuis longtemps. Malheureusement, notre souveraineté alimentaire a elle aussi été attaquée et n'existe plus. Et puis, ceci s'explique avant le Mercosur, chers amis. Et l'Union européenne, Bruxelles, a, par 3 grandes décisions, provoqué ces problèmes. Les traités de libre-échange, l'écologie punitive, qui n'est pas née avec le Green Deal dont je vais vous parler. Cette écologie punitive, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Et puis, la multitude des contraintes, des normes qui sont sans cesse imposées à nos agriculteurs, à nos producteurs.
Donc, quand nos agriculteurs, nos paysans défilaient il y a à peu près un an déjà, manifestaient il y a déjà un an, ils voulaient déjà attirer notre attention sur cela. Si on ajoute aussi le problème des prix, bien évidemment, avec des responsabilités cette fois-ci plus nationales, comme la grande distribution ou l'industrie agroalimentaire qui se sert avant nos agriculteurs. Alors malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons parler dans l'agenda qui vient de mauvaises nouvelles de Bruxelles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Les mauvaises nouvelles de Bruxelles ». Parce qu'elles sont très nombreuses, vous le savez. Je siège en tant que député européen dans la commission agriculture et développement rural. Et depuis 5 mois où je siège dans cette commission et au Parlement européen, nous entendons quasiment tous les jours de nouvelles mauvaises nouvelles. Alors prenons-les les unes après les autres, ces mauvaises nouvelles. Et je voudrais vous dire que je ne serai pas exhaustif, ce n'est pas possible, tellement il y en a. Par exemple, la nomination du commissaire à l'agriculture, Christophe Hansen. Vous savez qu'il y a un commissaire qui dépend donc de Mme von der Leyen à l'agriculture, et c'est M. Christophe Hansen, qui était député du PPE. C'est important de dire cela dans la précédente mandature et qui est d'ailleurs toujours dans ce courant politique. Eh bien, M. Christophe Hansen, avant d'être intronisé commissaire à l'agriculture, il a été auditionné par la commission agricole où je siège, le 4 novembre dernier. C'est très récent. Et M. Hansen, il a dit des choses intéressantes dans son audition. Alors, il a dit des choses intéressantes, mais préoccupantes. Et il a aussi répondu à la question des députés. J'ai eu l'occasion, publiquement, de l'interroger en ce qui me concerne, de lui poser des questions. Et en fin de compte, je voudrais attirer votre attention que M. Christophe Hansen, qui semble être un peu le chouchou de nos députés républicains français, M. Bellamy, Mme Mimard, etc., trouve que M. Hansen est très bien. Eh bien, M. Hansen, le 4 novembre, il a dit 3 choses. Il a dit, premièrement, qu'il était là, sous l'autorité de Mme von der Leyen, pour appliquer le pacte vert, le Green Deal. Vous savez, cette idéologie punitive dont je vais vous reparler tout à l'heure, eh bien, il a dit qu'il était là pour l'appliquer. Voilà. Donc, comme si il n'avait rien entendu des manifestations de nos agriculteurs et des demandes très critiques sur ce Green Deal. Il nous a dit aussi, et c'est beaucoup plus préoccupant, et on en parle très peu en France, parce que c'est une véritable bombe à retardement. Il nous a dit qu'il était favorable, comme d'ailleurs Mme von der Leyen, qui elle-même l'a répété plusieurs fois dans ses discours devant les parlementaires, je l'ai moi-même entendu, qu'il fallait accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est-à-dire une véritable bombe pour nos agriculteurs. J'en reparlerai tout à l'heure. Et la troisième chose, suite à une question que je lui posais, il a dit « Oui, je suis pour le Mercosur, il faut signer le traité du Mercosur, parce que l'Europe et les agriculteurs ont tout à y gagner. » Ce sont ses propos. Voilà cette première mauvaise nouvelle. Ce commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, nous a fixé sa feuille de route. Je suis là pour appliquer le Green Deal, je suis là pour faire accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et je suis là pour accélérer les négociations qui sont déjà faites d'ailleurs du traité de libre-échange avec le Mercosur. Voilà ce qui est inquiétant, c'est une première mauvaise nouvelle, parce que ce monsieur que le PPE, que les Républicains en France nous présentent comme quelqu'un de droite, il serait de droite, ben voilà son agenda. La deuxième mauvaise nouvelle, chers amis, bien, elle est déclinée par Christophe Hansen, c'est d'appliquer le fameux Green Deal. Le Green Deal qu'on appelle le pacte vert. Alors le pacte vert, je vais faire très vite, il part d'un postulat, c'est que l'Union européenne, les pays émettent trop de gaz à effet de serre, trop de CO2, qu'il faut réduire tout cela et qu'il faut mettre en place des politiques qui, dans tous les domaines de l'économie, énergie, industrie, agriculture, pêche, etc., vont réduire ces émissions. On se souvient que nos agriculteurs, dans les manifestations, avaient pointé clairement ce Green Deal et sa déclinaison agricole qui s'appelle la ferme à la fourchette. Alors, je voudrais revenir sur la genèse de ce Green Deal. Ce Green Deal, il est inspiré directement du discours toxique
des extrémistes écologistes qui siègent au Parlement européen, particulièrement des Allemands, ceux que j'appelle souvent les Khmers verts, parce qu'ils ont une vision qui s'inscrit dans l'idéologie destructrice, comme l'étaient les Khmers rouges au Cambodge. Ces élus verts sont minoritaires. Ils sont moins nombreux d'ailleurs depuis les élections européennes que dans l'ancienne mandature au Parlement européen. Mais ils ont un discours toxique. Qu'est-ce que c'est qu'un discours toxique ? Eh bien, c'est un discours qui va imprégner, contaminer les autres groupes politiques, que ce soit les sociaux-démocrates, ici, la gauche, que ce soit le PPE, bien évidemment. On vient de le voir avec Christophe Hansen. Et ce discours très toxique, en fin de compte, il prône quelque chose d'extrêmement clair dans tous les domaines de l'économie. Il prône la décroissance. Donc, le Green Deal, c'est mettre en place des actions, c'est mettre en place des décisions, des contraintes qui doivent aller vers la décroissance agricole. Vous m'entendez bien, la décroissance agricole. Au moment où la population mondiale ne cesse d'augmenter, au moment où plus d'1 milliard d'hommes sur Terre ne mangent pas à leur faim, on demande aux agriculteurs européens, et particulièrement d'ailleurs aux agriculteurs français, de produire moins, parce que la décroissance, ça veut dire produire moins. On marche sur la tête, comme diraient certains. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé dans ce texte voté au mois d'octobre 2021, baptisé le Green Deal ou Pacte vert ? Dans le domaine agricole, bien évidemment, dans les autres domaines, il a malheureusement ses effets néfastes également. Premièrement, il faut d'ici 2030, 2030 c'est dans quelques années, d'ici 2030, il faut réduire de 50% les produits phyto. Voilà, on décrète du jour au lendemain qu'il faut réduire les produits phyto, sans proposer à nos agriculteurs, bien évidemment, des solutions alternatives. Ces solutions alternatives, elles existeront. Mais il faut encore attendre un petit peu que la science, que l'innovation progresse, ce qui est en train de se faire. Je pourrais l'évoquer dans une prochaine conférence. Donc il faut unilatéralement réduire comme ça les produits phyto, ce qui veut dire effondrer nos rendements, effondrer notre production du jour au lendemain, parce qu'il n'y a que les écolos utopiques des grandes métropoles qui vivent dans les murs de béton, dans des murs de béton, pour croire qu'il suffit de s'asseoir au pied du champ pour voir pousser naturellement du blé, du maïs ou des légumes. Il faut baisser de 20% les engrais. C'est dans le Green Deal, d'ici 2030. Bref, il faut effondrer la production. Dans le domaine autre qui s'appelle le bio, je ne développerai pas trop ce secteur qui mériterait une conférence à lui seul. Dans le domaine du bio, tout le monde le sait, il y a une grave crise du bio en France et en Europe. Le marché s'effondre, il n'y a plus de clients. Et tous ceux qui sont rentrés dans le bio éprouvent de grandes difficultés à vendre leurs produits. Plus personne ne veut rentrer dans le bio. Et pourtant, l'Union européenne a fixé dans le Green Deal un objectif qu'il fallait qu'on atteigne d'ici 2030 également. Il fallait qu'on atteigne 25% de la surface agricole en surface totalement bio. Nous sommes en 2024, fin d'année 2024, à l'aube de 2025, nous sommes à 10% de la surface agricole de l'Union européenne en bio, il faudrait atteindre 25%. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais on continue de maintenir cet objectif. On veut pousser des gens vers la conversion. J'ai rencontré il y a quelque temps en Normandie des producteurs de lait bio. Une dizaine de producteurs de lait bio. Ils m'ont dit, Monsieur Penel, faites remonter ça à Bruxelles. Halte au bio. Cessons les conversions dans le bio. Plus il y aura de conversions vers le bio, plus on va effondrer les prix et plus nous allons souffrir. Nous sommes rentrés dans le bio parce qu'on y a cru, mais aujourd'hui, il faut nous aider avec cet argent qui sert à la conversion, il faut nous aider à maintenir notre activité. Eh bien non, l'Union européenne, M. Christophe Hansen, Mme von der Leyen ont toujours comme objectif de multiplier par 2, par 3 la surface agricole du bio. Je précise que si c'était atteint, rassurons-nous, ça ne le sera pas, ça toucherait gravement notre souveraineté alimentaire puisqu'on effondrerait bien évidemment les rendements
sur une surface bio, bien sûr. Et puis ce discours sur le bio, ne l'oublions pas, nous, on n'a pas à choisir entre bio ou conventionnel. Il faut respecter les deux filières, mais on doit reconnaître que l'agriculture conventionnelle a aussi fait d'énormes progrès et aujourd'hui produit des denrées agricoles qui respectent parfaitement l'environnement et qui sont de grande qualité. C'est une des raisons d'ailleurs de l'effondrement du marché bio. Alors ce Green Deal, malgré ça, il faut l'imposer à nos agriculteurs. J'insiste, chers amis, sur une chose très claire. Notre agriculture européenne et l'agriculture française sont les agricultures les plus vertueuses au monde. On a déjà fait d'énormes efforts. Je vais vous donner un chiffre. L'activité agricole dans l'Union européenne, dans 27 pays, c'est moins de 1% des émissions de CO2 mondiales. Et c'est à ces pays-là qui ont fait tant d'efforts, et particulièrement l'agriculture française, qu'on veut demander encore plus d'efforts, encore moins de production, alors que nous sommes les plus vertueux. Si on continue comme ça dans cet agenda bruxellois, notre agriculture sera certes la plus vertueuse au monde, mais elle ne nous nourrira plus, bien évidemment. Troisième mauvaise nouvelle, et celle-là, elle est frontale. L'Union européenne, je vais le dire clairement, et je n'exagère pas, vous pourrez le vérifier, a déclaré la guerre à l'élevage et à la viticulture. Alors, ce sont deux secteurs extrêmement différents. Permettez-moi de commencer par l'élevage. Bien évidemment, l'élevage est dans la ligne de mire des commissaires européens. M. Christophe Hansen nous a dit qu'il fallait réduire l'élevage, qui serait responsable d'émissions de CO2, etc. Et qu'il fallait, écoutez bien ce qu'il nous a dit, parce que je n'invente rien, il fallait orienter les consommateurs vers des protéines végétales et consommer de moins en moins de protéines animales. C'est la dictature hygiéniste qui sévit ici à Bruxelles, qui veut nous priver de nos coutumes alimentaires. Ceux qui veulent manger de la viande en mangent, mais ceux qui ne veulent pas, ils n'en mangent pas et ils arrêtent d'embêter les autres. Alors donc, on veut réduire l'élevage. Et là aussi, on donne des chiffres. On veut réduire le cheptel bovin, on veut réduire le cheptel porcin, on veut réduire la volaille. J'ouvre une parenthèse. Au moment même où l'Union européenne veut importer des quantités considérables de viande, fermez la parenthèse, on va y revenir sur le Mercosur. Donc l'élevage est dans la ligne de mire de l'Union européenne. Il faut diminuer le cheptel. On a vu en France cette déclaration incroyable de la Commission des comptes, nationale des comptes. On se demande de quoi elle se mêle. La Commission des comptes qui a dit qu'il faut réduire le nombre de têtes de bovins en France. Ah bon ? Pourquoi ? Comment ? Dans tous les cas, c'est un objectif qui est relayé partout. On veut aussi, et c'est affiché dans les intentions de Bruxelles, déconcentrer les régions où il y aurait trop d'élevage. Par exemple, la Bretagne ou la Normandie, qui sont des grandes régions d'élevage, il y a trop d'élevage, il faudrait en mettre moins. Bon. Bien évidemment, c'est porter un coup fatal à notre agriculture, parce que l'une des caractéristiques de l'agriculture française, c'est bien évidemment l'élevage, sous toutes ses formes. Et j'insiste sur une chose. L'élevage crée des paysages. C'est parce qu'il y a de l'élevage qu'il y a de la prairie. C'est parce qu'il y a de l'élevage qu'il y a le bocage. C'est parce qu'il y a le bocage qu'il y a la biodiversité animale. Mais non, on veut faire reculer, sous les coups de boutoir des Khmers verts, on veut faire reculer partout l'élevage. Et si on fait reculer l'élevage, ce qui est déjà entamé d'ailleurs, eh bien, on va changer nos paysages. Pour faire quoi ? Pour avoir cette vision utopique de la nature que les Khmers verts ici appellent les espaces naturels primaires. Vous savez, il faudrait laisser la nature exactement comme elle était avant l'apparition de l'homme. On est là dans le délire intégral, sauf que ce délire intégral, il est appliqué par des décisions concrètes de Bruxelles. La viticulture, offensive là aussi contre ce secteur. Les hygiénistes qui sont puissants à Bruxelles ne cessent de nous dire que la consommation de vin, par exemple, est mauvaise pour la santé. Et on lance des campagnes pour ça. On a voulu, sur l'étiquetage, Bruxelles a voulu
à l'initiative d'une députée macroniste, et oui, d'une députée macroniste, a voulu imposer que sur chaque bouteille de vin, il soit indiqué que le premier verre de vin était nocif pour la santé. Vous imaginez. Bon, heureusement, il s'est trouvé une majorité de députés pour bloquer cette décision, mais ils reviendront à la charge. J'entends en commission agriculture, chez certains élus d'extrême gauche, the left, ici, on les appelle comme ça, et écologistes, des attaques frontales contre le vin. Il y en a même un l'autre jour qui a dit ce qui est scandaleux, c'est qu'on autorise le vin qui est dangereux pour la santé et qu'on interdit le cannabis qui est bon pour soigner les gens. Voilà ce qu'on entend ici à Bruxelles. Alors, la consommation de vin s'effondre en France, mettant des milliers de nos viticulteurs en très grande difficulté, avec des stocks qu'ils n'arrivent plus à vendre. Alors, Bruxelles a trouvé une solution. Et le gouvernement français a négocié, a obtenu de la Commission l'autorisation de lancer des grands plans d'arrachage de vignes. On va arracher l'année prochaine en France 30 000 hectares de vignes. Oh, on va vous donner de l'argent. Mais pour combien de temps? Ça va permettre combien de temps de survivre? Et puis on arrache des vignes avec l'interdiction d'en replanter. Donc ça veut dire qu'on là aussi on va transformer nos paysages, ce formidable patrimoine français que nous avons dans nos régions viticoles et autres. On fait comme pour les pêcheurs. Oh ben les pêcheurs, ils ont des difficultés. On va casser les bateaux, puis on va leur donner de l'argent. Voilà, aujourd'hui, la politique de l'Union européenne. Donc, 2 mauvaises nouvelles en direction de l'élevage. Et deuxième mauvaise nouvelle dans la viticulture, dans le collimateur de nos technocrates et malheureusement de nos élus bruxellois. Parce que je rappelle une chose, Monsieur Christophe Hansen, commissaire à l'agriculture, Madame von der Leyen, commissaire européenne, grand chef d'orchestre de tout cela, ont eu leur fonction grâce à un vote de parlementaires européens. Et je vous le dirai tout à l'heure, particulièrement par le PPE, par M. Bellamy et les députés européens LR français. La 5e mauvaise nouvelle, je l'ai évoquée tout à l'heure parce que le commissaire européen Hansen nous en a parlé. C'est une véritable bombe. Cette bombe, c'est qu'il faut accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils veulent la faire adhérer en brûlant les étapes. Vous savez que pour qu'un pays adhère à l'Union européenne, il faut de longues négociations, de longues étapes, etc., très codifiées. Mais là, on irait très vite parce qu'on est sous le coup de l'émotion, sous le poids de la géopolitique. Alors, personne n'ignore que l'Ukraine est une très grande puissance agricole. Alors, on pense bien sûr à ces terres noires, ce grenier à blé de l'Europe et du monde qu'est l'Ukraine, mais aussi dans le domaine du sucre, de l'élevage, de la volaille. L'Ukraine est un géant agricole. Je vais vous donner un chiffre. La moyenne d'une exploitation agricole en Ukraine, c'est 485 hectares. En moyenne. En France, 70 hectares. Voilà. Et on veut faire rentrer ce géant agricole. Alors, je vais vous dire, il faut que nos agriculteurs, nos paysans, leurs familles, les Français, comprennent bien une chose. Au-delà des mensonges des médias et des mensonges de certains hommes politiques. Si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, elle sera, bien évidemment, éligible au crédit de la PAC, de la politique agricole commune. Eh bien, elle recevrait à partir de 2027, pour le mandat de la PAC, 95 milliards d'euros. Le problème, c'est que le gâteau de la PAC, il n'est pas extensible. L'argent ne cesse d'ailleurs de se réduire, le gâteau ne cesse de se réduire, et il va falloir faire une très grosse part pour l'Ukraine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les autres pays de l'Union européenne, il va falloir diminuer la part du gâteau. Et je l'ai chiffré. Si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, on lui donne 95 milliards d'euros au titre de la politique agricole commune, il faudra baisser de 20 à 25% le financement de la PAC, par exemple, pour les agriculteurs français. Est-ce que M. Bellamy et ses amis, est-ce que M. Rousseau de la FNSEA dit cela aux Français, ou est-ce que M. Rousseau le dit à ses adhérents? Je ne le crois pas. Bien évidemment, nous nous opposons à l'entrée de l'Ukraine
dans l'Union européenne. Je ne vous explique même pas. Ce serait toute notre filière céréales qui serait impactée et qui serait condamnée à mort. Je voudrais d'abord dire une chose sur l'Ukraine. C'est qu'ils n'ont pas attendu que l'Ukraine adhère à l'Union européenne comme ils le veulent. Ils ont déjà, depuis la guerre avec la Russie, depuis l'agression russe, ils ont déjà autorisé des importations massives d'Ukraine. Massives. Je vais vous donner quelques chiffres. Les volailles, par exemple. Avant la guerre, on importait environ 90 000 tonnes de volailles par an. Aujourd'hui, on en importe 300 000 tonnes. Les responsables de la filière volaille en Bretagne m'ont dit « Nous sommes condamnés à mort avec ces importations ukrainiennes de volailles. » Et quelle volaille! Quelle qualité! N'en parlons pas. Au fait, ces volailles ukrainiennes qui déferlent sur notre marché, elles appartiennent en grande partie à un milliardaire ukrainien qui vit à Chypre. Et on fait croire aux Français, aux consommateurs français, que par solidarité avec les paysans ukrainiens, il faut leur acheter de la volaille. D'ailleurs, la plupart du temps, les consommateurs français ne savent même pas qu'ils consomment de la volaille ukrainienne, parce que dans les plats préparés, tout ça, on ne l'indique pas. Alors déjà, sans son adhésion à l'Union européenne, l'Ukraine exporte vers nous des quantités incroyables de produits agricoles, et particulièrement de volaille et de sucre, par exemple. Mais on veut bien évidemment accélérer tout cela avec son adhésion à l'Union européenne. Bruxelles marche sur la tête et les hommes politiques qui soutiennent cette politique marchent sur la tête aussi et veulent porter des coups durs, encore plus durs à nos agriculteurs et à l'agriculture française. Un petit chiffre sur l'Ukraine et j'en termine. Le SMIC en Ukraine est un peu moins de 200 €. Et c'est avec ces conditions sociales-là, environnementales dont je vous ai parlé, qu'on veut mettre en concurrence nos producteurs à nous. Les mauvaises nouvelles concernent bien d'autres domaines. L'étiquetage. Ça, l'étiquetage, l'Union européenne en fait l'une de ses spécialités. Elle veut tout indiquer sur l'étiquetage. Combien de carbone ont été produits pour quand vous consommez ce produit? Est-ce qu'on a bien respecté le bien-être animal dans la production de telle chose? On aura le droit à tout maintenant sur les étiquettes. On ne verra même plus le produit, d'ailleurs, il sera couvert d'étiquettes. Mais il y a une chose que l'Union européenne interdit dans l'étiquetage. C'est l'origine du produit. Tiens. Ah oui, parce qu'il paraît que cela porterait atteinte au dogme du fameux libre-échange. Ah, ça porterait atteinte à la concurrence. Et donc, dire, par exemple, que dans un pot de confiture de cerises conditionné en France que les cerises viennent de Pologne, alors ça s'appelle d'ailleurs la concurrence intracommunautaire, ça je ne vous en ai pas parlé, mais elle fait rage également, eh bien ça sera interdit ça. On n'aura pas le droit de le savoir. Je vous rappelle l'étiquetage tout à l'heure, il y a peu de temps, le rapport Becca, poussé par une députée européenne macroniste, voulait marquer sur nos bouteilles de vin que le premier verre était nocif sur la santé. L'Union européenne ne renoncera pas. Quand elle subit un revers comme celui-là, puisque ça n'a pas été fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle reviendra à la charge. L'étiquetage, inquiétude. Je pourrais vous parler des IGP, indications géographiques protégées. Nous y tenons beaucoup, nous, Français. Ce sommes le pays qui en a le plus, d'ailleurs. Une IGP, indication géographique protégée, c'est pas une simple marque. Hein. Châteauneuf-du-Pape, IGP, ça veut dire que derrière le produit, il y a un terroir, il y a un savoir-faire, il y a une histoire, il y a une culture, il y a des traditions. Tout ça ne plaît pas à l'Union européenne. Et ça ne plaît pas aux européistes. Et donc, par différents rapports, particulièrement la semaine dernière, ils attaquent les IGP, non pas pour les supprimer, mais ils veulent de plus en plus qu'on aille vers... L'IGP serait une marque commerciale comme une autre, et non plus un indicateur de protection d'un terroir. Je termine par la 8e et dernière mauvaise nouvelle, le Mercosur, bien sûr. Alors, le Mercosur demande quelques minutes d'explication, il est au cœur de l'actualité, et Madame von der Leyen, l'autre jour, toute seule comme une grande, comme l'impératrice d'Europe, parce qu'elle
elle s'estime impératrice d'Europe, n'ayant de compte à rendre à personne, elle annonce que les négociations sur le traité du Mercosur sont terminées et que le traité est prêt. Le Mercosur, c'est quoi? C'est 4 pays plus 1. C'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Uruguay, c'est le Paraguay, et avec une association avec la Bolivie. Des géants agricoles. On pense au Brésil et à l'Argentine. Des géants agricoles. Où les exploitations, la taille des élevages n'ont rien à voir avec l'agriculture et les exploitations françaises. Eh bien, l'Union européenne, la commissaire européenne, Mme von der Leyen, veut imposer ce traité du Mercosur à l'Europe. Alors, un traité de libre-échange qui serait le plus important traité de libre-échange de toute l'histoire de l'Union européenne. En volume et en valeur marchande. Il s'agirait, vous le savez bien, de quasiment abolir les droits de douane. Alors je dis quasiment parce que on nous parle de 92, on baisserait de 92%, hein, on réduirait de 92%, c'est quasiment, on supprime les droits de douane des produits agricoles que l'Union européenne importerait. Alors, j'ouvre une parenthèse, parce qu'un traité de libre-échange, c'est dans les deux sens. Hein. Bien évidemment, le Mercosur accepte des exportations européennes. Mais les exportations de quoi? De voitures allemandes, de produits chimiques allemands, de produits de la métallurgie allemande. Bref, on dope avec le traité du Mercosur l'économie allemande, et on paye la note. C'est la France, et ce sont les agriculteurs français. Alors... je vous ai dit tout à l'heure que l'exploitation agricole en France, c'est environ 70 hectares, c'est la moyenne. Au Brésil, vous avez des exploitations agricoles de 500 000 hectares. Vous avez des élevages de dizaines de milliers de têtes, de bovins, de porcins, etc. Et c'est tout ça qu'on va devoir importer chez nous. Un chiffre. 80% des produits phytosanitaires actuellement interdits dans l'Union européenne. 80% des produits phytosanitaires, aujourd'hui interdits dans l'Union européenne. Parce qu'on parle de produits phytosanitaires, mais de très nombreux produits phytosanitaires sont déjà interdits. Nos agriculteurs ne les utilisent pas. Eh bien, 80% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en France. Voilà. Et donc, on va tranquillement importer des produits qui auront été traités avec des produits qu'on interdit à nos agriculteurs. Les hormones de croissance, qui sont interdites chez nous pour l'élevage, sont autorisées au Mercosur. Les antibiotiques à outrance, l'aliment du bétail avec des plantes génétiquement modifiées, les fameuses OGM, interdites en France et en Europe, mais totalement autorisées au Mercosur, eh bien on va importer tout ça. De le dire, je me fais cette réflexion, mais comment c'est possible? Parce qu'ils le savent, tout ça. Eh bien, toujours le dogme du libre-échange. Vous savez, le dogme, c'est comme une religion. C'est une idéologie, d'ailleurs, peut-être plus qu'une religion. Peu importe les réalités, ce qui compte, c'est d'aller vers son agenda idéologique. Le traité du Mercosur, annoncé par Mme von der Leyen, impactera particulièrement la filière de l'élevage, et c'est vrai que c'est la France qui va payer le plus cher, puisque nous sommes la principale puissance d'élevage dans l'Union européenne. Et je pense à des grandes régions, la Normandie, la Bretagne, je pense aux régions de montagne en France, qui sont des grandes régions d'élevage, qui vont être impactées directement par ces importations massives. 99, c'est-à-dire 99 000, c'est-à-dire 100 000 tonnes de viande bovine, chaque année, vont devoir être importées du Mercosur. 180 000 tonnes de volailles. Alors déjà, on a la volaille ukrainienne qui est en train de détruire notre filière volaille française. Et là, on nous dit qu'on va importer des dizaines de milliers de tonnes de volailles du Mercosur. Le sucre. On a vu que la filière de la betterave en France avait, hier, dans les médias, attiré l'attention sur l'impact qu'aura le traité de libre-échange du Mercosur sur la filière betterave.
qui produit du sucre. Et bien évidemment aussi, on pense à la canne à sucre de nos territoires ultramarins français, qui seront directement impactés par des immenses importations de sucre. On parle de 190 000 tonnes de sucre sans obstacle tarifaire. La canne à sucre au Brésil, elle est produite avec 40 substances actives interdites dans l'Union européenne. Mais ça, c'est pas grave, on va importer tout cela. Il y a aussi les importations d'éthanol. Le miel. Alors le miel, c'est toute une filière de petits producteurs en France, qui vont être laminés parce que dans ce traité du Mercosur, il y aura environ 45 000 tonnes de miel sans obstacle tarifaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 45 000 tonnes de miel, c'est des volumes absolument considérables. La production française, c'est 12 000 tonnes de miel. Et là, on dit qu'on va en importer 45 000 tonnes à l'échelle de l'Europe de miel du Mercosur. Je pourrais parler aussi du riz, parce qu'on va aussi importer du riz. Bref, ce traité du Mercosur, je l'appelle moi personnellement le funeste traité du Mercosur, négocié depuis des années par la Commission européenne. Il n'est pas né comme ça, le lendemain d'une censure, je vais y revenir. Cela fait des années que l'Union européenne négocie avec le Mercosur. Dans la réalité, le traité du Mercosur, il est prêt depuis très longtemps. Mais M. Macron, qui a menti aux Français, une fois de plus, voyant les élections européennes approcher au printemps de cette année, a obtenu, c'est une des rares choses qu'il obtient, parce qu'il n'obtient rien du tout, ce monsieur, dans l'Union européenne, a obtenu que, par duplicité, par mensonge, il a obtenu que le traité du Mercosur ne soit pas dévoilé avant les élections européennes. Il a même dit que c'était bloqué. Faux. Le traité du Mercosur était prêt avant les élections européennes. C'était une question d'agenda. Et bien évidemment, Mme von der Leyen vient, il y a quelques jours, d'annoncer que nous allions aller vers sa signature. Alors, vous allez me dire, oui, mais la France va s'y opposer. La France est contre. Oui, seul petit problème, c'est qu'on a compris que la Commission européenne était pour. On a compris que le commissaire européen à l'agriculture était pour. Au niveau du Parlement européen, où je siège et qui sera consulté par un vote, c'est assez incertain. Quelles décisions vont prendre les députés? Vous imaginez bien que les députés français du Rassemblement national élus sur la liste Jordan Bardella voteront bien évidemment de toute leur force contre ce traité. Et puis il y a le Conseil européen, les chefs d'État. Et c'est là où le bas blesse. Parce que Mme von der Leyen, elle a compris que la France pouvait éventuellement mettre un droit de veto. Eh bien, elle a trouvé un artifice. Elle a trouvé des règles européennes acceptées par les européistes, dont M. Macron et tous ces européistes que vous connaissez. Elle a trouvé une solution. Elle va dissocier dans l'accord du Mercosur la partie commerciale, la plus grosse partie, de la partie qui n'est pas commerciale, c'est-à-dire surtout les investissements. Et si elle fait ça, excusez-moi, c'est un peu technique, chers amis, si elle fait ça, eh bien, il y a deux conséquences. La première conséquence, la règle de l'unanimité au Conseil européen n'est plus de droit, donc seule une majorité qualifiée pourra adopter le Mercosur. C'est-à-dire que la France sera mise en minorité. Mais ça, on ne vous le dit pas. Ça, M. Macron ne vous le dit pas. Ça, M. Barnier ne nous l'avait pas dit. Parce que soi-disant que M. Barnier était le héros du combat contre le Mercosur. Ben non. Premier ministre ou pas Premier ministre, il est comme les autres, impuissant. Et la deuxième conséquence, si l'accord commercial est dissocié du reste, c'est que les parlements nationaux ne seront pas utiles pour le ratifier. Je vous signale qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale sur le Mercosur. C'est un vote purement consultatif, qui n'avait pas vocation ou qui n'avait pas pouvoir de bloquer le Mercosur. Là aussi, contrairement à ce que les médias nous racontent. Donc, nous sommes très inquiets sur ce traité du Mercosur. Les Allemands, bien évidemment, poussent à la signature du traité du Mercosur. Mais ce n'est pas étonnant. Ce sont les Allemands qui dirigent l'Union européenne ici, partout. Madame von der Leyen, allemande, la Commission européenne est dirigée par les Allemands. Le Parlement européen subit l'influence très forte des Allemands, avec le PPE et son président, M. Weber, qui a une influence considérable ici. L'Europe allemande
est faite. Et l'Europe allemande, elle veut le traité du Mercosur. Elle veut ces traités de libre-échange. Et puis, les conséquences pour l'agriculture française, bah, tant pis. Ces braves Français devront bien payer la note. Voilà où nous en sommes. Alors bien évidemment, le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé parce qu'ici, nous nous combattons contre tous ces textes. Nous combattons contre le Green Deal, nous combattons contre l'agribashing, nous combattons contre les Khmers verts et nous combattons contre ce funeste traité du Mercosur. La bataille n'est pas encore terminée. Mais il faut que les Français connaissent la vérité. Parce que malheureusement, ceux qui sont parfois censés représenter les agriculteurs leur mentent, leur cachent certaines vérités, ou alors détournent leur attention sur des sujets sur lesquels je vais conclure. Oui, les nouvelles de Bruxelles sont mauvaises. Et puis, je voudrais terminer mon intervention par un propos un peu plus politique. On a vu, depuis le vote de la censure du gouvernement de M. Barnier, avec son budget socialiste qui voulait augmenter de 40 milliards la pression fiscale sur les citoyens et les entreprises, on a vu depuis cette censure se développer une campagne orchestrée avec des gros moyens par le parti médiatique français, le parti unique médiatique français, quelques exceptions près, et les Républicains. Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy rentre en campagne en nous disant, hier, à la une d'un très grand quotidien français, et relayé sur ses réseaux sociaux, les partisans du Mercosur peuvent dire merci à Madame Le Pen. Sous-entendu, c'est parce que nous avions voté la censure qu'on va avoir le Mercosur. Monsieur Bellamy est malhonnête, c'est un menteur, et je pense que cette histoire le discrédite totalement. Tous ceux qui nous disent « Ah oui, mais il est quand même bien, monsieur Bellamy, dans certains domaines. Hein, il est bien, monsieur Bellamy. » Monsieur Bellamy lance une campagne actuellement contre le Rassemblement national, contre Marine Le Pen, contre Jordan Bardella, qui sont pourtant ceux qui combattent avec le plus de force ce traité de libre-échange du Mercosur. En nous faisant croire que c'est parce que nous avions voté la censure, que M. Barnier était tombé, que finalement Mme von der Leyen avait présenté le Mercosur. Mais comment peut-on un instant croire cela? Alors, il faut par contre dire la vérité aux Français. Et je vous envoie, dans nos campagnes, le dire à nos agriculteurs, qui eux aussi, sous un flot médiatique, sont parfois trompés. Monsieur Bellamy, Madame Imard, Madame Le Callennec, je n'ai pris que 3 députés LR, parlementaires européens, qui siègent dans la même assemblée que moi, ont voté pour introniser Madame von der Leyen. Et dans son discours de campagne, Madame von der Leyen, de campagne au sein du Parlement européen, avait annoncé qu'elle était pour le Mercosur. Ils ont voté pour, individuellement. Deuxièmement, lorsqu'il a fallu aussi introniser et valider les commissaires européens, dont M. Hansen, le commissaire européen de l'agriculture, M. Bellamy, Mme Imard, Mme Le Callennec et leurs amis ont voté pour le commissaire européen Hansen, qui venait d'annoncer quelques jours auparavant qu'il voulait, en plus du Green Deal, en plus de l'adhésion à l'Ukraine, signer le Mercosur. Et je voudrais terminer aussi en m'adressant directement à nos amis agriculteurs, qu'ils ne se laissent pas tromper par certains dirigeants de certains syndicats. Parce que ce n'est pas la permanence des députés du Rassemblement national qu'il faut murer. C'est celle de ceux qui viennent leur dire qu'ils les défendent dans les campagnes françaises, et lorsqu'ils sont à Bruxelles ou à Strasbourg, ici, les trompent, les trahissent. Il faut dénoncer ce coup d'État politique lancé par les Républicains, par M. Bellamy. M. Barnier ou pas M. Barnier, Mme von der Leyen aurait sorti son traité du Mercosur.
Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à cause de la dissociation de la partie commerciale et non commerciale du Mercosur, de toute façon, la France aurait été mise en minorité. Alors, assez de mensonges. On ne peut pas, en France, tenir un langage et à Bruxelles et à Strasbourg, dire et voter le contraire. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Les votes sont publics et sont accessibles à tous les citoyens. Vous verrez que les députés du Rassemblement national, les 30 députés du Rassemblement national, ont voté contre Mme von der Leyen et ont voté contre la Commission européenne et contre la nomination de M. Hansen, commissaire européen à l'agriculture. Ça, vous pourrez le vérifier facilement. Et vous verrez que M. Bellamy était, parce qu'il appartient à ce groupe PPE, pro-allemand, a voté bien évidemment le contraire. Alors il ne peut pas nous dire ici en France qu'il est un opposant farouche au Mercosur, alors qu'il a mis en place Mme von der Leyen et M. Hansen qui veulent nous imposer le Mercosur. La seule solution pour que le Mercosur ne soit pas signé, ça aurait été que Mme von der Leyen ne fût pas élue commissaire européen. Voilà. Mais ça, le PPE ne l'a pas voulu. Ça, M. Bellamy ne l'a pas voulu. Alors, chers amis, le dossier agricole est important, je conclurai. L'agriculture, c'est pour nous, Français, plein de choses. C'est notre alimentation, c'est notre souveraineté alimentaire, c'est la garantie de consommer des produits de grande qualité. Mais notre agriculture, c'est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, des paysages. Ce sont les agriculteurs qui façonnent les paysages ruraux. Si demain, ils sont encore moins nombreux ou s'ils disparaissent, nous n'aurons plus ces paysages si beaux que nous envie le monde entier. L'agriculture française, c'est les traditions. L'agriculture française, c'est un savoir-faire exceptionnel. Ce sont des savoir-faire exceptionnels. L'agriculture française, c'est l'âme de la France. Alors, il faut se battre pour la défendre. Vous pouvez compter sur les élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi au Parlement européen, à nos élus régionaux, départementaux, municipaux, pour défendre ce secteur essentiel de l'économie française. Mais pour le combattre, il faut dire la vérité. Il faut dénoncer les coupables. Les coupables sont à Bruxelles. Les coupables de ce qui risque de nous arriver, c'est-à-dire la disparition de nos agriculteurs. Il faut dénoncer les coupables, il faut parler un langage de vérité aux Français. Nous sommes en pointe sur ce dossier agricole comme sur d'autres, parce que nous aimons la France. Merci à vous tous.